Bonjour tout le monde, il y a une dense actualité judiciaire autour de la pensée critique et des dérives sectaires, des affaires diverses et variées. Et en gros, ça se passe bien, quand les affaires aboutissent, on a les bonnes sentences, ça se passe bien, et on fait condamner les bonnes personnes. Bref, aujourd'hui, là, on va parler d'un sujet bien particulier. Vous savez sans doute que je suis poursuivi pour concurrence déloyale par trois messieurs, Amir Khan, Psychodélique et Frédéric Delavier. Initialement, tous les trois représentés par Fabrice Divisio, même si Amir Khan a choisi finalement un autre avocat. Eh bien, rebondissement, une autre personne de la sphère sceptique est visée. Et cette fois, c'est Gaïs, de la chaîne Geek & Fit, par le même Frédéric Delavier, toujours pour concurrence déloyale, encore avec Fabrice Divisio, mais avec une démarche différente, une stratégie nouvelle pour essayer de le faire condamner. Et donc je lui ai demandé de venir ici pour que nous en parlions, parce que je pense que c'est important de vous tenir informé de cette actualité-là, que nous n'avons pas choisie, que nous subissons, mais sur laquelle j'ai pu constater qu'on pouvait compter sur votre solidarité et sur votre intérêt. Voilà. Prolongement de l'activité sceptique, critique, de débunkage et compagnie, et il se fait, en tout cas pour le moment, aussi dans les tribunaux. Je répète que j'espère que ça n'est qu'une phase, que les choses vont se tasser et que les prochains conflits, les conflits ça fait la vie, c'est pas grave, se régleront de manière, je sais pas, différemment et mieux. Pour nous accompagner, Gaïs et moi, dans le récit de cette histoire et dans l'analyse de l'assignation que Gaïs a reçue, et qui va nous amener en octobre, a priori, à ce qu'il y ait une première audience. Nous avons Sacha Sidoric, qui est maître de conférence, qui enseigne le droit à Amiens, à l'université, et qui nous fait la gentillesse d'être présent. Ce sera notre référent en droit. C'est un expert du monde juridique. Je rappelle, ce sera dit pendant les vidéos, mais je rappelle que ce n'est pas sa spécialité, les affaires dont on va parler, donc il va être très prudent. Je serai très preneur de votre opinion en commentaire, surtout si c'est pour avoir un avis constructif. N'hésitez pas à partager tout ça, c'est important que cet aspect du travail et du combat, finalement on en est là, soit connu, parce que les créateurs de contenu doivent subir ce type d'attaque, ce type d'intimidation. C'est évidemment une forme de procédure bâillon, puisque, de mon point de vue, et peut-être que vous le partagerez, il n'y a rien de légitime dans la démarche de M. Delavier, qui essaye juste de se venger et d'instrumentaliser la justice pour se venger, parce que, c'est mon opinion, il n'y a eu aucun préjudice, il n'y a eu aucune concurrence, il y a eu une critique de la part de Gaïs, et de moi d'ailleurs, sur des propos qu'il a tenus, et il y a un monsieur qui n'est pas capable d'accepter ça, et qui a les moyens, qui a de l'argent, et donc qui peut claquer 10 000 balles, ou 20 000, puisque maintenant il y en a plusieurs, dans des procédures de ce type-là, pour intimider les gens d'en face et se sentir puissant. Je vous laisse avec l'entretien enregistré tout à l'heure avec messieurs Gaïs et Sacha, où on va encore apprendre des choses sur le droit, parce que c'est intéressant aussi de profiter de l'occasion pour non seulement rappeler l'historique de l'affaire, mais pour regarder ensemble à quoi ressemble une procédure, comment ça fonctionne, pour essayer d'apprendre des choses. Vive la découverte, vive la curiosité, vive les sciences, et finalement vive le droit d'une certaine manière. Donc je reçois Gaïs Galaya, que vous connaissez, c'est Geek & Fit, et Sacha Sidoric, que vous connaissez peut-être moins, mais bon, il est déjà venu sur la chaîne. C'est un juriste, maître de conférence, s'il vous plaît, en droit constitutionnel. Donc c'est pas sa spécialité, donc il a hésité à venir parce qu'il est humble comme il faut, mais il est là parce que quand même il s'y connaît bien plus que nous, donc il pourra donner des avis sur les contours. Et donc on est là parce que Gaïs a reçu une plainte du tribunal, on verra lequel, orchestré, signé, préparé par Maître Divisio, dont on a parlé sur la chaîne parce qu'il a perdu les procès, mais peut-être qu'un jour il en gagnera un, mais pas celui-ci j'espère. Et donc au nom de M. Delavier, qui poursuit Gaïs pour concurrence déloyale, ça va vous rappeler des choses.
Ça vient des mois après la plainte qu'il a tenté ou hésité contre moi. Voilà, bon, on va parler de cette affaire-là aujourd'hui. Et donc, Caïs, si tu peux nous rappeler un peu l'historique, que ça traîne depuis des années, cette inimitié, cette acrimonie, cette agressivité, d'un côté comme de l'autre, mais enfin quand même, il n'y a pas symétrie. Je ne voudrais pas qu'on croit ça. Tu as été piquant, tu as été très critique, et de son côté, il était extrêmement méprisant et violent dans ses propos, etc., etc. Bon, ça c'est mon jugement personnel. Par rapport à cette affaire-là, comment on en est arrivé là? Alors, je vais essayer d'être le plus bref possible, mais grosso modo, déjà, il faut comprendre que moi, au départ, j'ai pas d'inimitié particulière envers Frédéric Delavier. C'est-à-dire que j'ai parlé plusieurs fois de lui sur ma chaîne YouTube. Mais parce qu'en fait, c'est une forme de pilier de la musculation, en particulier, qui était le sujet sur lequel j'axais beaucoup ma chaîne, voire exclusivement. Maintenant, je suis un peu plus passé à des choses, j'évolue un peu plus en ce moment, mais en tout cas, pendant de longues années, ça a été mon sujet principal. Et comment ne pas parler, en fait, du principal auteur qui vend le plus de livres de musculation en France, et selon ses propres dires, et je veux bien le croire, dans le monde. Bah, c'était difficile. Donc j'en ai parlé. J'en ai pas parlé de façon exclusivement négative, loin de là. J'ai très souvent loué le travail et puis à d'autres moments un peu tempéré parce que, eh bien, il n'y a pas de mise à jour des connaissances, en tout cas dans les méthodes de Lavier, hein, celles qui met en avant. Il n'y a pas de mise à jour là-dedans, donc j'ai un peu souligné ça dans certaines vidéos. Et par la suite, du coup, bah, j'ai commencé un petit peu à nouer des liens, sans pour autant que ce soit des liens d'amitié ou quoi que ce soit, mais juste parler régulièrement avec Frédéric Delavier, notamment sur sa page Facebook. Et puis on s'est vu en vrai une ou deux fois, plutôt une fois d'ailleurs au salon du fitness. Enfin bon, bref, où je lui avais déjà parlé de ça. Puis après, je l'ai invité sur ma chaîne YouTube pour qu'il parle de morphologie et d'anatomie, et enfin voilà, vraiment pour qu'il expose des connaissances qu'il a vraiment, hein. Il a ces connaissances-là, hein. Je ne dis pas ça, voilà, c'est pas du tout pour le dénigrer. Vraiment, il a ces connaissances-là et je trouvais ça intéressant pour mon public. Et puis, en parallèle, à force en fait de parler de ça, ben, j'ai un peu, comment dire, découvert son travail autre que la pure musculation. Parce qu'il ne fait pas que ça. Et notamment, bah, son travail qu'il dit lui-même être de philosophie. Moi, j'ai commencé à lui demander déjà tout simplement de sourcer ses propos. Parce que dans les méthodes de Lavier, il faut savoir que peu importe qu'on soit d'accord ou pas, il y a des sources. Il y a des sources dans ces ouvrages qui sont apportés, et donc ça permet bah, de pouvoir vérifier l'information. On peut préciser que ces livres-là, ils sont écrits essentiellement par son collègue, qui est Michael Gundil, si je ne me trompe pas. C'est ça. En tout cas, je ne sais pas quelle est la part de quoi. J'ai pas envie d'attribuer, voilà. Mais on peut dire qu'il a au moins un co-auteur qui semble être celui qui apporte les sources scientifiques, parce qu'à chaque fois qu'un livre est écrit en co-auteur avec Michael Gundil, il y a des sources. Chaque fois que Frédéric Delavier écrit un livre seul, donc que ce soit son guide des mouvements de musculation ou l'éveil des consciences ou l'éveil des consciences 2, il n'y a pas de source. Voilà. Oui. Donc on peut supposer que les sources ne sont pas forcément apportées par lui. Et donc, eh bien, j'ai découvert ce travail-là et j'ai commencé à lui demander en fait de donner ses sources et d'expliquer et de se justifier scientifiquement, et puis peut-être de vouloir publier des travaux pour justifier ses dires. Parce que si il est la personne géniale et l'expert qu'il prétend être, eh bien, c'est super qu'il ait fait des trouvailles, et il faudrait les présenter aux yeux du monde pour que ce soit relu par des pairs et puis pour que ce soit accepté et que ça rentre dans la connaissance mondiale de l'humanité, dans la science. En fait, les choses ont commencé plus ou moins à s'envenimer à partir de ce moment-là, et puis peut-être même un peu avant, puisque j'avais commencé à être critique un peu sur son travail, notamment sur ma chaîne, et puis dans un passage sur ta chaîne YouTube, La Tronche en biais, Oui. où on avait parlé, mais alors pendant 1 minute et demie, allez, peut-être 2-3 minutes du travail de Frédéric Delavier. Je crois que c'était entre 2 et 3 minutes sur 2 heures. Voilà. Oui, voilà, c'est ça. Et on avait parlé rapidement de son travail. Et depuis ce moment-là, il était un petit peu pas très content, on va dire. Et puis derrière, eh bien, il a rompu le dialogue avec moi. Et là, je me suis dit, bon, si je n'ai pas l'occasion de le faire changer de lui, j'aimerais au moins informer.
de ce qu'il fait de pas génial. J'avais déjà commencé à le faire sur ma chaîne YouTube, notamment au niveau de la kinésiophobie, mais là j'ai vraiment fait une vidéo qui s'appelait Delavier, faux philosophe, vrai gourou, où j'avais détaillé... Un mot sur la kinésiophobie, tu nous rappelles ce que c'est? Ah oui, la kinésiophobie, c'est la peur du mouvement. Ce que Frédéric Delavier en fait met en avant beaucoup dans ses travaux, c'est le fait qu'on serait ou non adapté via notre morphologie à des mouvements et que du coup cette morphologie-là prédirait les risques de blessures si on réalise certains mouvements dans certaines amplitudes par exemple, ou si on fait certains mouvements alors qu'on n'est pas forcément prédisposé à le faire. Et ça, c'est un discours si porté sur le grand public qui va amener à de la peur d'évitement du mouvement, kinésiophobie. Ce qu'il a transformé en... Vous, les esthéticiens, vous niez totalement le fait que certaines morphologies soient associées à des performances plus grandes dans certains types de sports ou à des risques de blessures particulières, ce qui n'est pas vraiment... Toi, tu apportes une nuance et lui, il caricature, hein, c'est ça? C'est ça. En fait, moi, j'ai dit, on va prendre par exemple l'exemple typique que je sais qu'il défend dans ses livres et dans ses productions, c'est que si jamais on fait un développé couché, voilà, et qu'on a une cage qui est trop fine et des bras qui sont trop longs, on amène le pectoral en surétirement et c'est là qu'on a les plus grands risques de blessures. Voilà, sur les pectoraux. Et moi, je demande des études empiriques qui dirait ça, de quelque chose en fait, pour substantier ça, et pas juste de oui on a plus de contraintes, parce que c'est tout à fait vrai qu'on a plus de contraintes, mais est-ce que plus de contraintes mènent à des blessures accrues? Eh bien je n'en suis pas sûr, et je pense même que la littérature scientifique va pas vraiment dans ce sens-là. Il parle aussi de longueur des tendons relative à celle des muscles, mais je vais pas rentrer dans ces détails-là puisqu'on n'est pas sur une vidéo de vulgarisation. Mais toujours est-il que en fait, je demande, voilà, véritablement, je lui demande ça, et je demande à comprendre comment il justifie ça. Et il l'a toujours rétorqué via les lois physiques du monde, via ce genre de choses-là. Et moi, je pense que c'est pas bien de mettre en avant ce discours-là, parce que ça peut amener justement à cette peur du mouvement. Et ce qu'on sait en revanche de sources sûres dans la littérature scientifique, c'est que moins on sollicite une structure dans des amplitudes données, moins on sollicite en fait ces structures-là, même de façon générale, plus elle se désadapte, un petit peu comme un bras qu'on va avoir dans le plâtre. Quand on a notre bras dans le plâtre, eh bien, on le fait pour que les os se ressoudent, donc c'est bien, mais en même temps, ce qu'on remarque, c'est qu'on ne peut pas bouger notre bras et généralement, nos muscles fondent. Et nos muscles fondent parce qu'il n'y a pas de mouvement, puisqu'il y a des adaptations. Je précise pour les fâcheux que tu n'as pas dit qu'il fondait au sens d'un glaçon qui fondrait. Hein. C'est une formulation. Hein. C'est pas la peine d'écrire à zététique.com pour dire qu'on est trop débile. Non, c'est une métaphore. Enfin, c'est une image parce qu'on voit véritablement. Je crois que d'ailleurs ça s'appelle la fonte musculaire. Hein. Donc, auquel cas, le mot était parfaitement justifié, mais il y aura quand même des fâcheux. Hein, oui, tout à fait, tout à fait. Et de fait, on a ce type de désadaptation-là, en plus de ça, dans le mécanisme de la kinésiophobie, il y a le fait que la douleur est en fait reliée à plein de mécanismes qui tiennent aussi compte du stress et de l'anxiété. Et donc, si on est anxieux à l'idée de réaliser certains mouvements, si on a du stress à l'idée de réaliser certains mouvements, et si on évite de réaliser ces mouvements de façon concrète, eh bien, on se retrouve avec plusieurs facteurs qui vont favoriser l'apparition des blessures à partir du moment où on va faire ce mouvement, même sans s'en rendre compte. Voilà. Donc ça, c'est ta critique sur le fait que les conséquences de ce qu'il dit peut amener à ce type de problème, sans quantifier son importance. En tout cas, c'est une potentialité. Et donc ta critique, elle dit, voilà, attention à ne pas trop croire, parce que ça pourrait entraîner ceci. Et ça, c'est pas possible d'avoir cette critique-là. Non, c'est très difficile, et notamment, en fait, aussi, ce qui sort de ça, en fait, une des conséquences de ça, c'est l'interdiction, par exemple, d'arrondir son dos sur le port de charge. Oui. Et en fait, je l'ai pris comme exemple dans sa vidéo, dans la grande vidéo où je parlais de Frédéric Delavier et de son penchant, qui me semble être aller vers une forme de gouroutisation, puisqu'il se fait appeler Dieu Lavier. Voilà, donc dans cette vidéo-là, à un moment, je dis, mais il n'est pas infaillible, même sur ses domaines de prédilection, puisqu'il dit ça, qui n'est pas vraiment à jour vis-à-vis de la littérature scientifique. Je fais une parenthèse. Je fais une parenthèse. C'est pas qu'on veut le traiter de gourou juste pour être méchant, c'est que si vous regardez la manière dont il parle aux gens qui le suivent, la manière dont il se met en scène,
constamment, dont il parle de lui à la troisième personne, en disant qu'il a toujours raison, qu'il mérite un prix Nobel. Il est totalement sérieux par rapport à des grandes découvertes fabuleuses qu'il aurait faites. C'est récurrent, c'est récurrent. Et au début, on pourrait croire qu'il fait ça en mode un petit peu... je vous charrie et je joue un peu le cadre. Et le problème, c'est que quand quelqu'un comme toi le challenge un petit peu, on se rend compte que c'est pas des cracks, qu'il y croit pour de vrai. Et donc, même s'il a peut-être pas une emprise de gourou, il y aurait comme une volonté de le faire quand même de son côté, qu'on peut suspecter au minimum. Et donc, dans la mesure où il a vraiment de l'influence, parce que c'est le numéro 1 des vendeurs, je me suis rangé de ton côté, c'est pour ça que je suis aussi dans le fait que il faut critiquer cette posture. C'est nécessaire d'apporter la critique. Et du reste, s'il a raison, parce que moi je n'en sais rien, c'est possible, eh ben, il peut argumenter, et tu l'as invité à le faire. Oui, tout à fait. On a déjà d'ailleurs débattu en live, en discussion à ce sujet-là. Moi, je considère avoir été correct avec lui, je considère l'avoir invité. Et de fait, comme il a quand même produit à mon encontre, moi, une vidéo très insultante, j'y ai répondu en étant un peu véhément, sans pour autant, encore une fois, aller dans le même degré que lui. J'ai été un peu piquant, comme tu le dis, mais j'y ai répondu en fait parce que ça va bien de se faire insulter devant 100 000 personnes. En fait, il faut quand même à un moment répondre. Et de fait, eh bien, tout en continuant à porter ces arguments-là, j'ai fait ça. Et pour certaines phrases que j'ai prononcées, dans ces vidéos-là et en fait, en l'inscrivant, on va dire, dans une démarche globale, je suis attaqué aujourd'hui par Frédéric Delavier. Voilà. Je ne dirai pas ces phrases de façon exacte parce que déjà, je ne les ai pas juste là sous les yeux, et puis parce qu'on va les développer ensemble. Mais voilà, donc j'ai eu quelques propos qui pourraient peut-être lui laisser croire que ça vaudrait le coup de m'attaquer, et il ne s'en est pas privé. En tout cas, c'est comme ça que j'interprète les choses. Alors, juste en termes de timing, les propos qui te sont dans la plainte qu'on va parcourir, on verra bien. Mais en gros, tu peux nous rappeler les grands jalons temporels. Ça commence quand c'est 2022, 2020, je sais même plus. J'ai pas la temporalité très précise en tête, mais on doit être sur quelque chose qui date d'il y a 2022, il y a 2 ans à peu près. Il y a 1 an à peu près, je sortais ma vidéo avec tous les arguments, parce qu'en fait j'étais passé rapidement en disant que c'était pas une posture infaillible, mais je n'avais pas sorti tous les arguments de façon très cadrée dans une vidéo. Donc il y a 1 an à peu près, je sors ma vidéo l'affaire du dos rond, où on parle vraiment de ça en détail, où tu apparais d'ailleurs dedans. Et puis voilà, ça se passe à peu près de cette façon-là, donc sur 2 ans. Et puis depuis ce moment-là, depuis on va dire 2021, il me semble même que c'était en 2021, donc peut-être même 2020. il y a 3 ans. 2020. Oui, Voilà. la vidéo qu'on a fait ensemble, c'est sûrement 2020. Oui, la vidéo qu'on avait fait ensemble, c'était 2020. La vidéo que moi j'ai fait sur Faux philosophe, vrai gourou, il me 26 semble. janvier 2022. 22, voilà. Merci, docteur. J'ai l'assignation sous les yeux. Voilà, bon, parfait. Donc voilà, on est fin 2021, début 2022. Et de fait, depuis ce moment-là, j'ai très régulièrement des nouvelles de Frédéric Delavier qui ne se prive pas de, au minimum, je dirais, déformer mon discours, de m'invectiver et même d'aller un peu plus loin que ça. Je précise même, parce que tu veux pas le dire, parce que moi je trouve qu'il a franchi largement les bornes, il t'accuse de harcèlement sexuel. Ah oui, Il t'accuse de harcèlement homosexuel envers lui, mais c'est nouveau. C'est-à-dire que son discours, et c'est ça qui est assez frappant, et c'est pas le sujet, mais bon, il faut quand même l'évoquer, son discours évolue au fil du temps. Il en rajoute, il est un peu comme en circuit fermé, et il s'alimente tout seul. Il est un peu comme dans un délire, où il se sent harcelé, il y a un peu de paranoïa chez lui, j'ai l'impression. Et donc, il a décidé que tu lui en voulais, que tu voulais sa mort, que les éthiciens voulaient sa mort, et donc il se défend finalement avec cette poursuite-là. Bon, voilà, ça c'est... On va pas faire une analyse de sa psyché, on ne peut pas, mais en tout cas, dans son comportement, c'est très bizarre, sa manière de modifier l'histoire au fur et à mesure qu'il la raconte. Puis il déplace régulièrement les buts, même d'un point de vue scientifique aussi. C'est-à-dire que moi, je le sais parce que je l'ai cité et que j'ai son livre
en question chez moi, donc il n'y a pas moyen de déformer ça. Il dit que finalement il ne parlait que du soulevé de terre lourd dans son livre et pas du tout de quoi que ce soit d'autre, alors que non, il parle bien de l'arrondissement du rachis lombaire. Et du coup, il finit par me faire passer moi pour quelqu'un qui est déplacer mon discours de sorte à être inattaquable maintenant. Alors que ce n'est pas vrai en fait, j'ai toujours eu exactement le même discours, sauf que lui évolue aussi au fur et à mesure. Et même m'attribue des choses comme par exemple le fait d'avoir blessé des gamins, d'avoir blessé des gens, d'avoir... Enfin, c'est assez... Et donc, voilà, ce conflit qui pourrait être un conflit qui, de loin, ridicule, parce que voilà, bon, les gens se pinaillent sur des choses, ou un conflit d'opinion parfaitement respectable entre des gens qui s'intéressent à un sujet, et après tout, pourquoi pas, devient un petit peu poisseux et sale avec un comportement de sa part qui n'est pas correct et qui finit devant le tribunal. Alors, je vais donner la parole à Sacha. Oui, c'est moi. Bonjour Sacha, comment t'appelles-tu? Donc là, tu peux nous expliquer un peu c'est quoi cette plainte, devant quelle juridiction, et peut-être faire le parallèle avec les plaintes qui ont été faites au préalable, auparavant, contre moi, au tribunal de commerce, parce que là, ça change. Qu'est-ce qui change? Alors déjà, c'est pas des plaintes. C'est pas des plaintes, il n'y a pas de poursuite, on est devant le juge civil, ce sont des assignations. Dans les 4 cas, hein, dans l'affaire de Gaïs et dans les 3 que tu as. Ah d'accord, donc on dit plainte, mais c'est pas le bon mot, pardon. Non, c'est pas une plainte. Plainte, ce serait vraiment si tu allais au commissariat ou si tu expliquais des faits devant le procureur en disant qu'il y a quelque chose qui relève du droit pénal et où tu demandes une enquête et à l'action publique de se saisir pour qu'il y ait des poursuites. Ça, ce serait une plainte, du coup en demandant qu'il y ait des poursuites. Là, on est vraiment dans le cadre d'un juge civil, puisque c'est le tribunal judiciaire de Paris qui est saisi. Mais tout comme c'est le tribunal de commerce de Paris qui est saisi dans les autres affaires, on est au civil, donc c'est pas une plainte, c'est une assignation avec le contenu de la requête, de la première requête qui lance la machine, c'est-à-dire que Fabrice Dividio est allé devant... Enfin, il n'est pas du tout allé devant le juge, pardon, j'allais dire il est allé devant le juge, non, c'est même différent. Il a demandé au greffe cette assignation. La date est fixée, donc c'est au niveau du tribunal que ça a été fixé, il ne l'a pas fixé lui-même évidemment. Et il est passé par un huissier pour que l'assignation soit, on dit signifiée, mais du coup soit transmise à Gaïs. Donc on dit plainte dans un genre, enfin, utiliser le terme de plainte, c'est un abus de langage, c'est pas dramatique, hein, je veux pas faire de police du langage, c'est pas du tout le but. Merci docteur. Il y a rien de pénal à ce niveau-là, c'est ce que je trouve intéressant. Il n'y a pas de pénal à ce niveau-là. S'il y avait des questions de harcèlement, par exemple, on serait devant un juge pénal, ce serait pas du coup le tribunal judiciaire, ce serait un juge pénal. Alors, c'est quoi la prérogative d'un tribunal judiciaire? Il va pouvoir régler tous les conflits qui sont de nature civile, c'est-à-dire qui n'entraînent pas, évidemment je schématise à outrance, qui n'entraînent pas de condamnation pénale. Le juge civil, il va pas pouvoir prononcer d'amende, il va pouvoir prononcer des dommages et intérêts, mais qui sont pour réparer un préjudice. D'accord. C'est jamais punitif. D'accord. À l'inverse de l'amende que tu verses au trésor public. Et il va pouvoir prononcer un certain nombre de mesures. En l'occurrence, là, dans l'assignation, il y a une demande de retrait des vidéos incriminées, de 3 vidéos, avec une astreinte, c'est-à-dire que si Gaïs, après condamnation, ne retire pas ces vidéos, il doit 1 000 € par jour de retard à Frédéric Delavier. C'est cher quand même. C'est normal, en termes d'astreinte, c'est normal. Le but, c'est que quand tu es condamné, tu puisses pas dire « Non mais je m'en fous, je paye, je le laisse ». Non, oui. Tu es condamné. D'accord. Voilà, l'astreinte est suffisamment élevée pour que tu ne puisses pas te dire « C'est pas grave, je m'en fiche, je paye ». D'accord. Donc tu as parcouru cette assignation, donc elle est arrivée, elle a été envoyée en avril. Est-ce que tu as une idée du calendrier que ça implique? Ah bah c'est écrit dedans. Voilà. Alors je vais me perdre parce que... donc 7 octobre, a priori, lundi 7 octobre. Oui, c'est ça, voilà. Comparution. Lundi 7 octobre, mais ce sera juste la première audience pour fixer un calendrier. Il n'y aura pas de jugement le 7 octobre.
Mais tout comme toi pour tes affaires, Thomas, devant le tribunal de commerce, il y a plusieurs audiences parce qu'il y a des changements d'avocats visiblement. Alors, je ne sais pas quand ce sera diffusé, mais vendredi, dans quelques jours, on a enfin une audience où on va enfin plaider. Oui, voilà. La compétence du tribunal, pour vous dire. Oui, donc, on n'est même pas sur le fond encore, enfin, on est sur le bord là. Oui, c'était c'est logique. Là, je pense que la compétence du tribunal ne se plaidera pas. Oui. Il n'y aura pas de question a priori. Déjà ça, ce sera plus rapide. Mais en fait, le juge, dans cette première audience, il va fixer un calendrier pour l'envoi éventuel des mémoires complémentaires, puisque Gaïs, ton avocat, va renvoyer des pièces, l'avocat de Delavier va pouvoir y répondre. On fixe un calendrier, on essaye de s'y tenir, mais si l'avocat de Delavier, Fabrice Divisio, du coup, renvoie un truc de 3000 pages, j'exagère volontairement, sur la deadline de ce qui a été fixé, tu peux demander éventuellement un temps supplémentaire ton avocat peut demander un temps supplémentaire pour simplement traiter les pièces. C'est une tactique de certains avocats d'envoyer énormément de pièces à la fin pour jouer la montre. Ça s'est déjà vu dans les affaires autour de la zététique ou de la pensée critique. Voilà. Dans tous les cas, c'est courant. Peut-être, mais moi je ne connais pas les autres cas. Moi, je me limite à ce que j'ai pu constater. On l'a vu, et on l'a vu plutôt du côté en face. Alors peut-être qu'on ne le voit pas quand c'est chez nous, mais j'ai pas l'impression que c'est plutôt une méthode qu'on a vue en face. C'est marrant. C'est une stratégie d'avocat, c'est une vraie stratégie par contre qu'ils utilisent volontairement. C'est une stratégie qui est assez sale. En général, tu essayes quand tu es avocat d'avoir une certaine probité, certain respect pour tes adversaires qui sont tes confrères en fait. Tu pourrais être dans la situation opposée. Et puis je suppose que les juges qui sont des humains se rendent bien compte quand c'est sale ou quand c'est propre. Oui, très clairement. J'espère. Mais après, ils en voient aussi tellement passer qu'ils se souviennent pas nécessairement de qui fait quoi. Oui, il y en a quelques-uns qui sont quand même plus célèbres que d'autres. Oui, je pense que quand Divisio vient plaider dans ta juridiction, tu sais qui c'est. On le voit venir. En tant que juge. Alors, voilà. dans le texte, donc du coup, classiquement, on présente les deux parties, Delavier est présenté, après on présente Gaïs. D'ailleurs, mon nom est figure dedans, parce que tu as été mis en lumière par des gens, dont moi, voilà, bon. C'est la page que j'ai sous les yeux. Est-ce que ça appelle des commentaires de part ou pour nous expliquer un truc peut-être un peu intéressant sur comment c'est rédigé ou l'intérêt, ou un commentaire sur comment c'est fait, ou Gaïs, si tu veux commenter la manière dont les parties sont présentées dans la plainte. L'assignation. Dans l'assignation, bien sûr. Chiant, oui, non, mais je suis là pour ça. On t'a amené parce que tu sais, t'es un petit peu chiant quand il faut. Donc, c'est ta grande qualité. J'espère que j'en ai d'autres. Donc voilà, je ne sais pas si vous voulez commenter cette partie-là où on présente un peu les parties, où on avance. Gaïs, je ne sais pas si tu as des choses pas particulièrement à dire. Moi, là, pour le coup, c'est pas vraiment mon domaine. Et donc après, il y a le document présente des captures d'écran avec les titres des différentes vidéos où tu parles de Delavier. Donc il y a un effet d'accumulation puisque ce que tu as fait sur 2 ou 3 ans est ramené à quelques pages. Donc on a l'impression qu'il y a un petit peu en plus où tu tires au lance-roquette sur le Delavier qui pleure. Voilà. Donc bon, évidemment, présenté comme ça, t'es le méchant et qui s'en prend à ce pauvre Delavier. Comme le document qui n'est pas une plainte. Je ne l'ai pas vraiment lu, j'ai parcouru et j'ai pas eu le temps d'y revenir et je me suis fié à vous qui l'avez lu. Je me retourne vers vous pour savoir qu'est-ce qu'on a d'autre dans ce document d'intéressant. Il est globalement composé de... Il y a 2 parties. Il y a d'abord une présentation des faits, très très longue, et une discussion de ce qui est demandé, de ce qui est demandé à Gaïs. En comptant que le début, c'est-à-dire la présentation des faits et la question de l'explication ou la justification de ce qui constitue du dénigrement, c'est les parties qui sont les plus longues de l'assignation. Oui, mais les questions... Il y a le titre liminaire, moi je le relève parce qu'il m'intéresse à titre personnel aussi, pardonnez-moi. Sur la compétence du tribunal judiciaire pour connaître de l'action en concurrence déloyale par dénigrement commise par un non-commerçant. Et ça, c'est assez intéressant parce que ça change le braquet par rapport
aux assignations précédentes où ils accusaient, en l'occurrence moi, pardon, si je parle de moi, d'être un commerçant et à ce titre d'être justifié à amener ça devant un tribunal de commerce. Et là, typiquement, il renonce à cet aspect-là et mon avocat se frotte les mains. En fait, parce que ce document-là, et là on va l'utiliser dans l'affaire qui me concerne pour dire, voyez, les mêmes personnes savent parfaitement que le youtubeur auquel il s'adresse en tant que youtubeur n'est pas un commerçant, et d'ailleurs ils vont ailleurs que dans ce tribunal. Donc nous, pour l'audience de vendredi, on va utiliser le fait que cette plainte existe, donc je le précise comme ça. Mais Évidemment. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ça, de la concurrence déloyale commise par un non-commerçant dans cette partie-là? Est-ce qu'il y a des éléments intéressants à relever en dehors de ce que j'ai dit qui met en relief un peu l'historique? Pas grand-chose de plus de ce qu'on a pu dire relativement à tes affaires pour le coup, parce que la structure argumentative, elle est la même. Pour être très honnête, je ne sais pas pourquoi il est allé devant le tribunal de commerce pour les 3 premières affaires. Et tous les commentateurs, c'était le point saillant de ce qu'on pouvait dire, c'était quoi le TC en fait? Qu'il aille sur le terrain de la concurrence déloyale et pas sur des infractions liées à la liberté d'expression, c'était tout à fait logique. Il était hors délai. Oui. Il était complètement hors délai. On rappelle, il y a un délai de 3 à 6 mois en fonction du type de propos. Oui. Il est hors délai, de toute façon. Et c'est aussi pour ça, là, notamment, que la demande de retrait des vidéos, il n'y a pas de référé. On pourrait faire un référé. En gros, un référé, c'est une demande très rapide au juge pour qu'il prenne en vitesse certaines actions pour éviter qu'un intérêt ne soit dégradé. Je le dis très très vite, mais ça pourrait être par exemple, pour visualiser, il y a un truc litigieux sur un bâtiment, le bâtiment menace de s'effondrer, il faut prendre des mesures vite pour qu'il ne se casse pas la figure. Le juge va pouvoir juger en référé de certaines mesures sur ces questions-là. Là, on pourrait, s'il y avait des trucs éventuellement très graves, il pourrait demander le retrait des vidéos en référé, sauf que les vidéos elles datent de 2020 pour plaider l'urgence, 2020 et 2022 pour les plus récentes, on est en 2024, l'urgence, c'est assez dur de la plaider. Oui. C'est pour ça qu'il va sur ce terrain-là. Sur la question du tribunal judiciaire, c'est très cohérent en fait d'aller devant lui, puisque il est admis dans la jurisprudence qu'un non-commerçant peut faire de la concurrence déloyale par dénigrement. C'est tout l'enjeu de l'argumentation d'ailleurs, et c'est tout l'enjeu de l'argumentation dans les litiges que tu as avec Aberkan, Psyodélique et Delavier. C'est l'idée de se dire, il n'y a pas besoin d'avoir le statut de commerçant pour faire du dénigrement. On peut être sur un secteur économique un peu semblable et vouloir essayer de faire perdre du chiffre d'affaires à un adversaire en se mettant dans le sillon et en récupérant pour soi une partie au moins des gens qu'on aura détournés. Voilà. C'est ce qu'on appelle le parasitisme et le mot Exactement. est dans l'assignation. Oui, exactement. Pour revenir rapidement sur pourquoi est-ce qu'ils vont au tribunal de commerce, mon hypothèse, c'est que peut-être que c'est comme ça que Le Monde a été condamné face à François. Et que c'est peut-être via le tribunal de commerce, et que, puisque c'était une attaque similaire, et donc c'est peut-être pour ça qu'ils vont devant le tribunal de commerce. Parce que, alors après, sans vouloir être désolé envers qui que ce soit, c'est pas des professionnels du droit qui siègent dans ces tribunaux-là, ce sont des commerçants qui Il y a quelques pros quand même. Oui, mais c'est pas eux qui dirigent et qui prennent les décisions. Et du coup, on me dit dans mon oreillette qu'il y a parfois des décisions qui sont un petit peu étonnantes en regard du droit, et que parfois, sur un malentendu, ça peut passer. Et donc, on peut essayer de viser le bluff, et peut-être que, voilà, autant dans un tribunal encadré par des vrais pros du droit, quand ils savent qu'il n'y a aucune chance, peut-être qu'il reste un fifrelant de chance si on change et qu'on va vers le tribunal de commerce. Et c'est peut-être ça, leur stratégie, c'est le jugement que nous, on en a, évidemment. C'est un jugement qui est biaisé, mais ça pourrait être ça qui explique. Tout à fait. Si le TC était évidemment compétent, ce serait une très bonne stratégie d'un point de vue judiciaire. Là, il y avait la question de compétence qui était quand même assez difficile à entendre. Oui. En tout cas, on va la plaider. On verra ce que ça donne vendredi. Oui.
ce que ça a donné, puisque la vidéo sera déjà sortie, je pense. Non, je vais faire ça Pas vite. sûr. Je pense que la vidéo elle sera peut-être. Je sais pas, je ne promets rien. Je ne promets plus rien là. On verra, les viewers verront. Mais oui, mais voilà, l'action a quand même moins de chances. Si je devais être bayésien, voilà, je dirais que l'action devant le TC avait quand même beaucoup moins de chances d'aboutir que celle devant le tribunal judiciaire. Mhm. Alors pourquoi Paris? Parce que comme c'est sur Internet, on peut choisir le lieu d'assignation. C'est la Ouais. raison, mais alors c'est pas spécifiquement intéressant à souligner, mais voilà, c'est aussi Mais, pour ça que ce qui est étonnant, parce qu'en fait, Maître Divisio est avocat au barreau de Marseille. oui. Il était à oui, Paris avant. oui. Enfin, il a bougé un peu. Il a changé un peu de barreau. C'est un. Oui, Mais il est obligé, du coup, de prendre un postulant. Voilà, quelqu'un pour le représenter, ce qui est... je sais pas pourquoi. Tu sais pas pourquoi il a assigné à Paris ou tu sais pas pourquoi il doit. Non, je sais pas pourquoi il a assigné à Paris si jamais son tribunal à lui, c'est plutôt sur Marseille. Ce serait... Je ne sais pas, encore une fois, hein, je ne dis pas qu'il a mal fait ou quoi, mais... Non, il avait le choix. Ouais. Et pourquoi Paris? Peut-être parce que plus de juges compétents, spécialistes de ces questions-là. Peut-être. Il y avait peut-être une question de vitesse aussi, question médiatique. C'est Paris, donc c'est plus visible. C'était plus simple d'avoir des journalistes qui se déplaceraient. Ouais, aussi. François notamment. Peut-être que si Delavier veut venir, c'est plus pratique pour lui aussi. Alors je pense pas qu'il vienne, mais on sait jamais. Sait-on jamais. Il sera pas là sur la première, mais si jamais il venait sur la fin, c'est aussi plus pratique pour lui. Puisque Il n'a pas arrêté de dire la que première. quand on était courageux, on se déplaçait. Peut-être qu'il va le faire, mais bon, la cohérence, c'est autre chose. Oui, voilà. Alors, Ouais. du coup, on est devant ce tribunal-là. Bon, très bien. C'est quoi l'étape suivante? Enfin, je laisse analyser le document pour qu'on avance. Ah bah, l'étape suivante, c'est le juge va fixer un calendrier, comme je le disais. Il y aura une ou plusieurs audiences. Quand toutes les pièces auront été échangées, que tout le monde sera d'accord sur les pièces, que les parties se seront répondues, et il y aura une audience, et il prendra sa décision. Bon, parce que dans le reste de l'assignation, il y a des citations in extenso des propos que Gaïs tient dans les vidéos. On souligne, on souligne, et le but c'est de mettre en évidence que tu as des propos qui déprécient, qui dénigrent Delavier, sa compétence et éventuellement les produits qu'il pourrait vendre, et qu'à ce titre, tu parasites, etc. Donc il y en a 20 pages. C'est vraiment un petit peu long, quoi. C'est pas que c'est mal écrit, mais bon, c'est pas, enfin, c'est un peu informatif. Et le document se finit par des demandes. Oui. Qu'est-ce qu'on demande dans ce document? Beaucoup de Parce choses. que c'est pareil, il y a encore des 130 000 chiffres. Rappelez-vous les chiffres exorbitants des plaintes à Berkheim, Fedelic et Delavier déjà par division. Moi, l'ensemble, si je devais tout payer, ce serait plus qu'1 million 200 000 euros, je crois. Ce qui est beaucoup, hein, je ne les sais pas. Donc, Devant le tribunal de commerce, en plus, c'est encore plus énorme. Donc là, il y a aussi des demandes chiffrées. Et on va voir, si c'est chiffré, c'est forcément justifié, sinon ce serait ridicule. Donc, est-ce que tu peux me dire quels sont ces chiffres et... Attention, docteur Sidoric, Je ne suis pas avocat. Je suis pas avocat. Oui, mais tu es docteur. Donc, C'est vrai. tu es sérieux. Tu n'es pas... Ah oui. Oui. Mais je veux dire, je suis pas un confrère. Alors pas encore en tout cas. Oui, donc si tu jamais ne je peux le pas deviens, être attaqué pour non-confraternité comme certains. C'est exactement ça. C'est ce qui explique que ce soit pas un avocat qui commente ça en Oui. direct. Si vous vous demandez Maître les gens Aulas. pourquoi on n'a pas fait venir d'avocat pour commenter ça, à part la dernière fois quand j'ai reçu Maître Aulas pour parler de l'affaire que lui, il avait plaidé, où on est vraiment Et puis c'était pour une décision de justice. Voilà, C'est c'était pour après expliquer l'affaire. La décision de justice. Et on refera certainement, avec mon avocat, s'il veut venir, on fera un petit débrief avec tout le monde après l'affaire. Mais évidemment, le but, enfin, un avocat se doit à une certaine réserve lorsqu'il parle des collègues. Donc évidemment, c'est pour ça que c'est compliqué d'avoir des avocats qui viennent commenter une affaire à ce stade. Donc on a des gens compétents. Avocat, Mais... il commentera pas une assignation en live. Voilà. Et ni en off d'ailleurs, ni en différé. Enfin, en off, ils font des choses quand même. Oui, mais pas en public. Enfin, Voilà. pas sur quelque chose de public, pas sur ce format-là. Tout à fait. Il n'y aura pas son nom. Alors, monsieur Sidoric, docteur 130 Sidoric. 000 euros. Redis-moi ça. 130 000. Ah oui. Faudrait l'extrait de la Cité de la Peur. Le combien? Combien? 130 000, 100 000 de dommages et intérêts au titre du préjudice économique, 20 000 euros au titre du préjudice d'image et 10 000 euros au titre du préjudice moral.
Voilà. Ce à quoi on ajoute, mais c'est pas les dommages et intérêts, c'est autre chose. C'est 10 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, c'est-à-dire ce qu'on appelle les frais irrépétibles et les dépens. C'est-à-dire globalement tous les frais qu'il a engagés pour l'action. On rappelle que Delavier a perdu tout récemment une affaire, alors pas si c'était une plainte ou quoi contre Conspiracy Watch, qu'il accusait de diffamation, je crois, ou propos de... Et il a perdu, donc il a été condamné à 2 000 euros de... Je ne sais pas quoi, si c'est dommages d'intérêt ou quelque chose. Et il a sans doute payé encore, là aussi, à peu près 10 000 euros à son avocat. Donc, mais bon, c'est un homme qui est riche, il se vante de gagner beaucoup d'argent. Mais là, si les frais sont de 10 000 euros, c'est qu'il dit que c'est ce que ça lui coûte. Donc cette plainte lui coûte 10 000 euros a priori. Cette assignation. Alors il ne le justifie pas, il n'a pas à le justifier, parce que les avocats ne le justifient rarement. 10 000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, c'est beaucoup, mais c'est beaucoup parce que les juges condamnent souvent à très très peu sur ces questions-là. Et quand on fait une affaire, même quand on gagne, on y est toujours de sa poche. Voilà. Oui. Retenez bien ça, les gens. Il faut être riche pour pouvoir utiliser la justice pour éreinter les autres. Ça s'appelle des procédures bâillons. Il y a des nouvelles lois là-dessus. Un jour, peut-être qu'on fera un sujet. Mais en tout cas, voilà. Les plaintes comme ça, ou les actions en justice, ça va, qui se multiplient de la part de certains acteurs envers d'autres, quand vous venez vous défendre, même si vous n'avez rien fait et que vous gagnez, il y a de fortes chances que ça vous coûte de l'argent et pas quelques milliers d'euros, quoi. Ouais. Et lorsque vous êtes pas spécialement riche, ça peut vous couler. Donc c'est le risque qu'encourt Gaïs actuellement, quoi. C'est pour ça que j'ai d'ailleurs lancé une cagnotte judiciaire à ce sujet. Ce n'est pas parce que j'ai envie d'avoir un soutien monétaire pour faire des activités sur ma chaîne YouTube ou d'autres choses de cet ordre-là. C'est vraiment pour répondre à ce besoin financier qui va de toute façon, qui a de bonnes probabilités en tout cas de m'arriver dessus, peu importe que je gagne ou que je perde. Et ça, d'un point de vue moral personnel, c'est pour ça que je trouve que c'est pas correct d'aller pour ce... Enfin, c'est une des raisons pour lesquelles je trouve que c'est pas correct d'aller attaquer quelqu'un en justice pour ce genre de propos critiques sur Internet. On m'a critiqué beaucoup de fois sur Internet. Hein. On n'a pas hésité à le faire. Dans le milieu de la musculation, c'est une pratique courante. Voilà, hein. Les gens se débunkent entre eux et même s'attaquent de façon virulente entre eux. Je n'ai jamais intenté d'action en justice parce que je n'ai pas envie, en fait, de participer à ça. Et ça me semble... Ouais, c'est vraiment quelque... Pour moi, je le vois comme véritablement un non-respect des pratiques du milieu et une forme de coup bas de toute façon. De toute façon, j'aurai quand même quelque chose de toi, quoi. Et c'est... Ouais. Mais ouais. Tu vas payer donc du coup, tu as un avocat ou une avocate, je sais plus. Oui, c'est ça, une avocate. Et donc, il faut que tu avances de l'argent parce qu'elle ne va pas travailler à perte, hein, c'est son métier. Donc, oui. Donc, la cagnotte, tu donneras le lien et on le mettra en description. Et le problème, c'est que voilà, on est obligé de dépenser de l'argent pour se défendre et on n'est pas tous armés. Merci beaucoup, vous m'avez permis d'avoir une cagnotte. Moi, je suis en sécurité parce que j'ai de l'argent de côté pour ça. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Donc, Gaïs aura peut-être son petit pécule, son petit coussin de sécurité pour pouvoir continuer à parler librement. Peut-être qu'on en est là maintenant, que tous les youtubeurs qui veulent être critiques devront demander à leur audience un petit euro de sécurité à mettre de côté pour pouvoir se défendre en cas d'attaque. C'est un peu inquiétant, le climat. C'est dramatique, puisque moi, je ne suis pas du tout arrivé aux objectifs de ma cagnotte, et je pense que ces objectifs de la cagnotte ne sont pas surévalués ou sous-évalués. Je pense qu'on est vraiment dans les normes, en tout cas de ce qu'on m'a décrit, donc à peu près une dizaine de milliers d'euros, et j'ai déjà une petite audience. Je trouve ça dramatique qu'en fait, il y a une véritable possibilité de musellement de petits créateurs, puisqu'en fait, quand on a 300 à 1000 abonnés, c'est très compliqué de récolter suffisamment pour avoir ce coussin-là. Donc vraiment, je trouve que la pratique, pour moi, n'est pas correcte. Après, on pourra bien me rétorquer que si quelque chose existe dans le droit, c'est pas pour rien non plus, et qu'il faut faire usage de ces droits, sinon on les perd.
mais j'ai quand même vraiment cette... Enfin voilà, ça me semble être au minimum discutable. Sacha, ce type de démarche, j'aimerais que tu nous éclaires un peu sur le fond. Alors, on ne fait pas de pronostic sur qui va gagner, qui va perdre, machin. On espère que... On est clairement du côté... Enfin, moi, du côté de Gaïs, je pense qu'il y a un abus et j'espère qu'il va pas être condamné pour ses propos critiques qui sont parfaitement dans le cadre de ce qu'on peut attendre de son travail de vulgarisateur. Donc, il a fait son travail. Et sachant que de l'autre côté, en plus, il a abusé. Donc, qu'est-ce qu'on peut en dire? Est-ce que ça peut rentrer dans le cadre d'une action, je n'ai pas les termes, mais abusive, procédure abusive? Auquel cas, est-ce que en retour, quand Gaïs sera gagné, c'est l'hypothèse que je pose, on verra bien, est-ce que c'est justifiable et payant de se dire on attaque le plaignant pour procédure abusive? Ou est-ce que c'est peine perdue? Je vais déjà faire une précision pour peut-être les viewers. Un avocat, c'est à peu près entre 200 et 300 euros hors taxe de l'heure. C'est relativement justifié parce que il y a les questions on paye la connaissance en fait, tout simplement. Et c'est pas de l'argent qui rentre dans les poches de l'avocat, il paye ses charges dessus et tout. Il gagne pas 300 euros net. Oui, il a un cabinet, il a un secrétariat, Exactement. Et la question des frais de justice, c'est une question qui se pose dans cette affaire, mais qui se pose en réalité dans n'importe quel type d'affaire. Si tu veux assigner ton propriétaire en tant que locataire, tu as les mêmes problématiques qui se posent ça va te coûter de l'argent, ça va lui coûter de l'argent de se défendre. C'est les mêmes problématiques qui se posent pour tous les justiciables. C'était la première chose qui me semblait intéressant à préciser. Est-ce que ça vaut le coup de faire une action en procédure abusive? Alors d'abord, je vais reformuler les remarques que tu as dit. C'est pas mon domaine de recherche, c'est pas mon domaine d'expertise, donc je vais éviter de faire de l'ultra-crépidarianisme. À vue de nez, je pense pas, parce que je pense que c'est suffisamment étayé pour se dire, ok, on peut argumenter sur la question. Est-ce que ça veut dire qu'il va gagner? Non. Je ne suis pas en train de dire que c'est évident qu'il va gagner. Bien au contraire. Mais donc, ça se plaide, et c'est pas une démarche qui paraîtrait assez absurde pour qu'on justifierait qu'on le punisse pour ça. Exactement, en tout cas pas au regard de ce qui existe. Clairement, on est sur de la procédure bâillon, mais à mon avis, au fond, la question non seulement est-ce qu'il y a parasitisme réellement, est-ce que ce parasitisme, s'il existe, s'il est caractérisé, il a conduit à un préjudice financier, parce que j'ai dit que Delavier demandait 100 000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice économique. À aucun moment de l'assignation ne sont justifiées cette somme. Mais là, c'est Divisio style. C'est-à-dire qu'il demande du pognon et il ne dit pas pourquoi. Mais alors, ça peut aussi être une stratégie, qu'on ne se mente pas. Alors, je ne sais pas s'il l'a fait dans les autres affaires, mais il peut aussi très bien, sur sa première assignation, ne pas chiffrer. Et ensuite, au moment où toi, tu dis, ton avocat dit, c'est pas chiffré, là, fournir des chiffres. Alors, dans les allers-retours au tribunal de commerce qu'on a eu, à aucun moment, ils sont revenus pour compléter. Peut-être que devant le tribunal, à l'oral, lors de la plaidoirie, ça va venir. Mais vu le niveau des chiffres, de toute façon, ça me paraît complètement absurde. Donc les pièces, la procédure est écrite quand même. Oui, c'est vrai. C'est surtout ça, moi, que j'ai de forts doutes sur le fait que une de mes vidéos, voire plusieurs de mes vidéos YouTube, puissent conduire à 100 000 euros de pertes économiques. Même si ça pouvait éventuellement causer un préjudice économique, chose dont je ne suis pas sûr, voilà, faut quand même se le dire, je pense pas avoir l'influence nécessaire et avoir tenu des propos non plus qui incitent les gens à se détourner en masse de ces productions pour que ce soit... qu'il y ait quelque chose même qu'on puisse tirer de façon tangible. Donc, c'est 100 000 euros. Alors, du coup, Sacha, si jamais ce chiffre-là, il est justifié à aucun moment, et en admettant
qu'il gagne. Hypothèse, comment le tribunal décide de Gaïs doit payer 20 € ou 100 000? Ah bah, c'est le tribunal qui va évaluer le montant du préjudice. Mais donc c'est pour ça que initialement tu produis des trucs quand même, des pièces qui justifient la perte économique. Ouais. J'entends que tu puisses pas le chiffrer au centime près, hein, évidemment, mais tu es censé expliquer est-ce qu'il y a une perte réelle. Oui, bien sûr. Là, il n'y a pas de justification. Alors Donc, on peut se dire que c'est un effet d'ancrage, que tu mets une somme très très haute en espérant que le juge soit ancré par ce que tu poses. Et il y a des études sur les ancres chez les magistrats. Il y a tout un pan de littérature scientifique sur les questions empiriques dans le droit, sur le fait que, évidemment, que le biais d'ancrage, il est évidemment présent chez les magistrats. Donc ça peut être le biais une raison d'ancrage, de c'est lorsque votre estimation de la valeur de quelque chose est fortement influencée par des chiffres ou des valeurs qu'on vous donne, qu'on vous glisse, qu'on vous suggère en amont. Merci. Voilà. D'autant plus que c'est probablement toi qui me l'as appris. Donc, à ce stade-là, moi j'ai l'impression du coup que ça reste une assignation qui n'est pas très bien écrite, qui n'est pas très convaincante. Mais encore une fois, nous on est biaisés tous les trois parce que voilà, on se connaît, on a un avis sur le fond de l'affaire. Donc, mais quelqu'un qui serait neutre et qui reçoit ce document, selon toi, est-ce que c'est un document qui est assez solide pour qu'on puisse être inquiet pour Gaïs ou pas? Quand tu reçois une assignation ou même une plainte pour ce que ça change, t'es toujours inquiet. Faut toujours l'être. Faut jamais se dire non mais je m'en fiche, je prends pas d'avocat, j'y vais pas. Il faut toujours être un minimum inquiet. Est-ce que je pense sincèrement que Gaïs sera condamné à payer 130 000 € de dommages et intérêts? Non. Maintenant, je suis ni juge ni avocat, donc c'est mon avis perso, non. Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Il faut prendre les choses sérieusement. Je dirais pas qu'il faut s'inquiéter, même si évidemment il y a des questions de stress et d'anxiété qui se greffent dessus, parce que quand tu es assigné au tribunal pour quoi que ce soit, tu es stressé et anxieux. Je pense qu'il faut le prendre sérieusement parce qu'il faut toujours prendre ce genre de choses sérieusement. Tu te défends toujours sérieusement. Je pense pas qu'il faille être spécifiquement inquiet plus que de mesure. Bon. C'est un peu rassurant. Il n'empêche que on a besoin que Gaïs soit un peu soutenu pour ne pas être de sa poche quoi qu'il arrive. D'autant que tu viens de nous dire, pardon, je te coupe, mais que c'est compliqué pour lui d'ailleurs de se retourner. Donc même s'il gagne, il n'a pas tellement de marge pour essayer de se faire rembourser via une action que lui pourrait intenter derrière. Il peut l'intenter, mais c'est évidemment l'avocat qui, le cas échéant, dira ce qu'il en pense. Ça dépend d'où ça va. Pour ma part, à l'heure actuelle, j'ai pas l'intention d'intenter ce genre de choses-là parce que c'est du temps. En plus, oui. C'est de l'investissement. Et c'est peut-être ce qui nous manque le plus en tant que créateur de contenu, en tant que personne qui essaye de faire des choses pour les autres sur les réseaux sociaux. On a toujours envie d'en faire plein. On a toujours envie d'essayer d'aider les gens au maximum. On a toujours envie d'apporter de la vulgarisation et de la connaissance. Et très honnêtement, je préfère investir mon temps dans des choses productives pour les gens plutôt que dans ça, surtout si les gens me permettent dans l'hypothèse où je gagne, dans l'hypothèse où ça se passe au mieux pour moi, m'ont permis de ne pas me soucier de ce côté financier. Je pense que vraiment c'est la chose que j'ai envie de leur rendre en fait, c'est de faire du contenu pour eux. Et donc pas d'encore d'aller traquer un Delavier. Moi, il faut comprendre que je ne lui veux rien de mal. Je n'ai pas envie de lui retirer des sous, je n'ai pas envie de l'attaquer, de machin. Ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire en sorte que les choses dans son discours qui sont largement propagées et qui sont, au vu de ce qu'on sait de la littérature scientifique, peut-être obsolètes, soient tempérées ou au moins justifiées. Voilà. Et on regarde ça, on regarde ta parole. On a Delavier qui exige le retrait de tes vidéos. Quelqu'un qui pourtant se fait le chantre de la liberté d'expression, qui est complètement opposé au wokisme, etc., à la critique, à la moindre limite à la liberté d'expression. Dès qu'on remet en question son propos dans des termes non injurieux et argumentés, il fait sa chochotte totalement fragile et il ne peut pas supporter, et c'est moi qui dis ça, il pourra m'attaquer, il faut que ça disparaisse, sinon il nous fait un malaise parce que Delavier est trop fragile,
pour que la liberté d'expression soit valable quand lui est dans la pièce. C'est mon jugement, enfin c'est mon jugement personnel. Il peut m'assigner avec Maître Devio s'il veut. Qu'est-ce qu'on peut faire comme commentaire final ? Est-ce que ça mérite d'autres mots, Dr Sidoric ? J'allais juste expliquer aussi que quand le tribunal aura jugé, il restera la possibilité d'appel. Et ensuite, donc on repart sur une procédure à peu près aussi longue et de pourvoi en cassation, éventuellement. Et la Cour de cassation, soit elle rejette le pourvoi et l'affaire est terminée avec ce que la Cour d'appel avait décidé, soit elle le renvoie vers une Cour d'appel. Ouais. Rebelote. Donc à chaque étape, si Delavier a de l'argent, des ressources et qu'il veut les investir dans le fait de pourrir Gaïs, ça peut durer 3 ans encore. Voilà. En comptant que, métavique là, si ça durait 10 ans, la question de procédure abusive pourrait se poser si toutes les juridictions avaient jugé dans le sens de Gaïs et qu'il allait systématiquement en cassation. Oui. Je pense pas que ça se produise, hein, mais c'est juste pour expliquer ce qui peut se passer et que c'est ce qui explique que les affaires judiciaires soient lentes. Oui. Bien. Bon, je crois que moi j'ai fait le tour pour que les gens soient un peu informés de ce qui se passe, qu'on soit transparent sur les procédures. Merci Gaïs d'être venu partager ça parce que ça fait partie du grand contexte de la judiciarisation de l'action critique sur Internet. Il y a plein de procès qui se justifient, hein. Tu l'as redit et on peut le redire. C'est normal d'aller en justice, elle est là pour ça, il faut l'utiliser. Mais les procédures Bayon, c'est des choses sur lesquelles on va revenir parce que le droit évolue sur ce point-là. Et avec Sacha ou d'autres, j'aimerais qu'on revienne parce qu'il y a eu au niveau européen, si je ne me trompe pas, des dispositions par rapport aux procédures Bayon où je me gourre complètement. Là, j'ai rien en tête, mais... Parce qu'il s'est passé un truc... il y a des choses qui sont passées par rapport à ça dans nos derniers trimestres. Et j'ai dit qu'il fallait, comme on est concerné, qu'il faudrait qu'on en parle un jour. Je rappelle qu'il y a les procédures contre Grégoire Perra, l'anthroposophie, le harcèle, il gagne systématiquement, et là il vient les faire condamner. Delavier donc a perdu. On a Raoult qui a perdu contre Guillaume Limousin récemment. Ça prend du temps, mais là on est en train de voir arriver les jugements, les verdicts et les décisions de justice par rapport aux affaires qui ont été démarrées pendant le confinement, pendant cette période extrêmement pénible. Et jusqu'à présent, la justice fait un travail que moi je trouve correct parce qu'on arrive à des conclusions qui ne m'étonnent pas, qui sont logiques. Et donc, je ne suis pas trop inquiet. Parce que je n'ai pas l'impression que la justice fonctionne mal. Juste, ça prend beaucoup de temps. J'ai l'impression aussi, et c'est ça qui peut me donner de l'espoir, qu'effectivement, on peut avoir confiance en la justice. Ce qui, d'ailleurs, ça je tiens à le noter, n'est pas quelque chose qui semble, être le cas de Frédéric Delavier. C'est-à-dire qu'on est face à quelqu'un qui, dans le cas où il est embêté, entre guillemets, par la justice, il considère que de toute façon c'est une institution qui est pourrie jusqu'à l'os, mais qui n'hésite pas à assigner des gens en passant par cette même justice, quand il pense qu'il peut avoir gain de cause. Ce que je trouve, moi, dénoté si ce n'est de malhonnêteté, au moins d'une vision un peu schizophrénique de ce système. Dans l'affaire qui nous oppose, il a traité les juges de connards au minimum et les policiers à peu près dans des termes équivalents, en disant que la justice française était pourrie et qu'il était bien content de partir et qu'il voulait renoncer à sa nationalité. Et puis dans la foulée, c'est pour ça que j'étais étonné quand tu m'as dit en fait, il va faire plainte contre moi devant la justice française, quoi. Donc finalement, la cohérence, encore une fois, c'est très parlant, je trouve. Bon, merci beaucoup. Public, n'hésite pas à soutenir le travail de la Tranchambier et de Gaïs pour ce cas particulier-là qui mérite sans doute qu'on le soutienne. Même si Gaïs, sur les réseaux, parfois, tu as un humour bizarre, je te l'ai dit sur Twitter, mais c'est comme moi, sur Twitter, c'est un environnement dans lequel on a des propos qui parfois on n'aurait pas dû. Mais là-dessus, typiquement, il faut être complètement solidaire. Donc je le redis. Et puis si vous avez des questions ou des remarques, la section commentaires est là. Et nous, on ne censure pas. Vous avez le droit de vous exprimer. Soyez polis quand même. Si vous insultez, YouTube pourra faire sauter vos commentaires et ce sera mérité. Mais commentez et partagez l'info.
parce que cet aspect-là, il est important, parce que maintenant, on doit vivre avec la justice dans nos travaux. Et surtout, si j'ai une chose à préciser, si vous voulez me soutenir, c'est avec plaisir, mais vraiment, n'allez pas insulter, n'allez pas commenter, n'allez pas attaquer les gens qui m'assignent, en l'occurrence ici Frédéric Delavier, déjà parce que je ne le souhaite pas d'un point de vue personnel, encore une fois, je ne lui souhaite rien de négatif, mais en plus parce que ça pourrait me desservir. Voilà, donc soyez plus adultes et plus humains que les personnes qui viennent de sa part sous mes propres publications. Vous allez constater dans les commentaires que les gens qui viennent défendre Delavier le font avec un ton qui n'est pas celui que nous avons adopté ici et qui n'est pas celui que nous voulons que vous adoptiez. Voilà. Si ça vous énerve, un truc simple, vous rédigez votre réponse, vous allez boire un verre d'eau frais et vous revenez et vous supprimez. On a démontré que le simple fait d'écrire les sentiments négatifs que nous inspirent les choses, vous l'avez extériorisé, ça suffit à être un peu soulagé. Et donc on n'a plus besoin de l'envoyer. Faites ça, tentez chez vous, vous allez voir, ça marche bien. Et je donne ce conseil également aux gens qui veulent nous critiquer. Faites-le, comme ça vous revenez et vous pourrez rédiger une critique plus mesurée et donc plus efficace. Sur ce, bonne continuation et des bisous pour ceux qui en veulent.